Aujourd'hui, le bonheur est dans le bio. En cette période d'inquiétude et de besoin de sécurité alimentaire, la demande en produits issus de l'agriculture biologique explose au rythme de plus de 25% par an. En 1985, avec 60% de la production biologique, la France était le premier producteur européen. Mais à cette époque, personne n'y croyait. Jusqu'au moment où l'on découvre que les importations vont se multiplier par 20 depuis l'Allemagne dans les 10 dernières années. Ça, c'est de la muscade. De loin, c'est une muscade. Ça, c'est les meilleurs. Elle est parfumée. Elle a du goût, celle-là. Celle-là, elle est plutôt très, très fade. Les patates aux citrouilles, il faut les manger chaudes, parce que c'est bien meilleur. Alors, en 1996, la France, avec Louis Lepinsec, ministre de l'Agriculture, tente de rattraper le retard. Un plan visant à multiplier par 6 le nombre d'exploitations biologiques est lancé, avec des aides à hauteur de 60 millions de francs. 2000 agriculteurs s'engagent. Aujourd'hui, les régions prennent le relais. Oui, la démarche bio, je l'ai eue dans le cadre du projet d'installation sur cette exploitation, qui a un cachet particulier. C'est en pleine Sologne, il y a de l'eau, il y a des superbes bâtiments, des forêts. Il y a des friches, donc le bio était, dans le cadre environnemental, c'était impeccable. Rien n'avait été cultivé depuis 8 ans. En effet, depuis 1992, en Sologne, comme dans toutes les régions de terres peu rentables, les espaces mis en jachère se sont multipliés. Aujourd'hui, ces terres sont une véritable aubaine pour tous les jeunes qui veulent se reconvertir. C'est le cas de Frédéric Chopin. Désormais, pour ce professionnel de l'aquaculture, l'agriculture biologique va devenir son credo. Cultiver des produits de qualité tout en respectant l'environnement. Voilà, vous laissez une terre sans vous en occuper du tout pendant 8-9 ans, c'est ce que vous avez après. Bon, je dirais, là, on n'a que des épines noires et de l'herbe. Sur certaines autres friches, ce sont des genêts qui peuvent faire de 3 mètres de haut. Ça nous donne une indication sur la richesse du sol et un peu sa texture, quoi. C'est bête de laisser des terres en friche, alors que justement, il y a une demande de produits en agriculture biologique. C'est ce qu'il faut se lancer, quoi. Imprégnés d'une formation qui les oriente directement vers l'usage des produits chimiques, les jeunes agriculteurs ont besoin de retrouver les secrets complexes des cycles naturels. À la ferme Sainte-Marthe, au cœur de la Sologne, Philippe Desbrosses, aidé de l'Union européenne, n'a pas attendu ces mesures pour former les jeunes stagiaires. 3,20 m. Il y a le toit, là, c'est ça. Un ancien... Je m'appelle François, j'ai 42 ans, je viens de la région de Perpignan, une région de demi-montagne entre Perpignan et Cirey. Je m'appelle Marc, j'ai 36 ans, je suis fils d'agriculteur. Avec ma copine, on a racheté une partie de la ferme de mes parents, quoi. Voilà, c'est bien comme ça. Je compte donc m'installer d'ici 1 an ou 2 à la campagne. Et donc la personne qui actuellement exploite va prendre sa retraite. Et donc j'espère refaire vivre ma montagne grâce à l'agriculture biologique. Yvette, ma copine, est dans le milieu agricole aussi, donc connaît très bien le milieu agricole. On a tout le potentiel pour... on a les outils pour travailler, on connaît la terre, on ne connaît pas tout, hein, c'est pas ça que je veux dire. Bon, on a quelques animaux, quoi. On a des doubles poneys, des moutons, mais on ne sait pas dans quoi exactement on va se lancer, quand on se cherche, quoi. Bon, faire du tourisme à la ferme, on y a pensé, mais ça engage des dettes, ça engage des contraintes. On veut garder en même temps, on veut garder notre liberté, quoi. Enfin, en venant à Sainte-Marthe, beaucoup de stagiaires espèrent trouver un emploi. Et notre but, c'est bien sûr les conseiller dans cette voie et surtout pas leur faire croire à des illusions qu'il est facile de réussir et de s'installer. Au contraire, on essaie de leur faire prendre conscience que l'agriculture, ça ne s'improvise pas et que ça demande beaucoup de compétences et c'est pas en 9 semaines qu'ils deviendront des véritables paysans. Ces formations ne sont pas dispensées forcément par les grandes écoles de l'agriculture. Vous êtes à la fois producteur de lait, donc producteur de... Et pourtant, l'agriculture biologique n'est pas l'agriculture de grand-papa. Elle rejette la chimie et les usines à volailles, mais elle accepte les ordinateurs, les cocktails de vitamines, la guerre des insectes.
Elle nécessite des connaissances approfondies des espèces, de la nature, des sols. Une approche économique difficile, car si l'on réduit certains coûts, il faut davantage de main-d'œuvre. Et puis, il faut répondre au cahier des charges très précis des organisations qui surveillent l'agriculture biologique. Toutes ces organisations, qui sont nées d'ailleurs à peu près dans la foulée entre 1970-1980, hormis Nature et Progrès qui est née en 1964 et qui est plus ancienne, toutes ces organisations sont nées dans cette mouvance de 1968-1970, les années Babacool, les années... Mais moi, je n'ai pas cette appréciation négative parce que c'était la période des Babacool. Je trouve qu'il y a eu de grandes avancées à cette période, justement pour freiner les pratiques extrêmement destructrices de l'agriculture ou de l'industrie. Ça a été les premières réactions contre les excès de la pollution, des dégradations des sols et de notre environnement. Une prise de conscience aussi, avec des gens qui criaient plus fort que d'autres et qui peut-être exagéraient à certains moments, mais ça démarre de là. Si l'agriculture biologique a eu quelque mal à s'implanter, c'est qu'elle était au départ très divisée. En France, il y a eu deux groupes que l'on peut qualifier de fondateurs. Celui qui pratique la méthode Lemaire-Boucher et Nature et Progrès qui, en 1964, est né d'une scission de l'Association française d'agriculture biologique. Et puis, il y a eu le CINAB. Dès le départ, ce comité tente de s'ouvrir aux industriels de la distribution. Un de ses fondateurs est Philippe Desbrosses. Alors là, nous arrivons sur le domaine de la ferme de Sainte-Marthe. La ferme de Sainte-Marthe en chiffres, c'est un territoire de 160 hectares. C'est un chiffre d'affaires d'environ 10 millions de francs par an. C'est 10 permanents pour la production agricole et 12 permanents pour la partie commerciale, expédition et vente par correspondance. C'est également en occasionnel 80 personnes, ce qui fait qu'on peut considérer qu'on a 40 personnes à temps complet sur la ferme de Sainte-Marthe toute l'année. Pour remettre une terre en état ou une ferme en place, il faut minimum 4-5 ans. C'est pas une usine qu'on construit et on dit dans 6 mois on fabrique des boulons, ça n'a rien à voir. Il faut réoccuper ce territoire, les gens ne sauront plus travailler, il n'y aura plus les outils, plus les infrastructures, ça va être très long. C'est là aussi un cycle avec des contraintes et des impératifs liés au cycle de la nature. Il faut retrouver ce que les anciens avaient déjà découvert, c'était une agriculture écologique, qu'on dit agriculture biologique à l'heure actuelle, mais qui est en fait une agriculture parfaitement intégrée et correspondant, ou plutôt respectant, les cycles de la nature. Voici l'une des pratiques courantes en agriculture biologique qui consiste à mettre ce qu'on appelle des cultures dérobées ou des cultures intercalaires. Par exemple, à la suite de ce champ de seigle là, au lieu d'avoir un terrain à nu, on a semé au printemps, bien avant la moisson, bien avant que le seigle se développe, du trèfle blanc qui se développe ensuite la moisson. Premier principe, remplacer l'engrais par des plantes qui vont venir nourrir la terre au moment des labours et par des micro-organismes qui apporteront plus tard aux cultures les éléments dont elles ont besoin. J'appellerais l'énergie solaire qui va continuer à emmagasiner pour le sol. Et en fait, on parle très peu souvent de la notion de vitamines dans le sol, mais là on a une véritable usine vivante qui fait travailler le sol au lieu de le laisser à nu. Deuxième principe, pendant l'hiver, le sol reste en herbe pour éviter l'érosion. Il faut savoir que si ce champ-là était à nu, à l'heure actuelle, là où nous sommes en hiver, eh bien au mois de février, on s'enfoncerait jusqu'aux chevilles dedans. Alors que là, on a une bonne rétention, on a un pouvoir régulateur de l'eau dans ce champ, tout en ayant tous les bienfaits d'une plante qui fait fonctionner tout le réseau microbien et qui emmagasine de l'énergie solaire et qui constitue une véritable usine vivante. Dans les années 70, on se soucie peu des rythmes de la nature. Et la répression des fraudes n'hésite pas à poursuivre certains agriculteurs biologiques qui n'utilisent pas de produits chimiques réglementaires nécessaires par exemple à la conservation.
Il va donc falloir attendre que la profession s'organise. Et depuis 1980, une charte interprofessionnelle est devenue la Bible du bio. Voilà, la plante qui donne des œufs. Prendre soin des sols, mais aussi préserver les espèces. L'agriculture biologique tente de sauver les semences peu utilisées par l'agriculture industrielle. On doit à peu près avoir 15 variétés de ces haricots un peu insolites, y compris d'ailleurs le nombril von Seur. C'est le nom officiel. Hein. Voilà. Voilà pourquoi il a cette petite tache rouge au centre. Donc ici, il y a toutes les graines. Hein. Ça, sont les engrais verts. C'est pour ça qu'ils sont en plus grande quantité. Et puis les sachets de graines. La tigrella, qui est une bicolore, voilà, des choses insolites. Alors, c'est vrai que le marché de la semence est un marché très contrôlé et très contraint. Cette rigueur entraînait des coûts considérables pour les contrôles, la production, des règles draconiennes qui n'étaient plus supportables par les petites productions semencières, les petites firmes, les petites sociétés semencières, qui d'ailleurs ont toutes été rachetées pratiquement par une dizaine de firmes de la pétrochimie en général. Je pense que le nombre des producteurs de semences a été réduit à 1 pour 10. Alors que la restructuration de la production de semences s'organisait à échelle mondiale, Philippe Desbrosses, dans une quasi-clandestinité, poursuivait un travail de conservation et de distribution des espèces rares ou venant de terroirs bien particuliers. Car plus une plante est adaptée à son écosystème d'origine, moins elle est fragile, moins elle demande de soins et donc de produits chimiques. Aujourd'hui, ce travail de conservation, jadis illégal, est redevenu une des priorités pour la protection de la biodiversité. Outre les semences, les organismes contrôlent aussi les sols. Commençons avec une friche, c'est un peu plus de travail puisqu'il faut remettre en état la terre, mais c'est le label agriculture biologique directement. Si on veut s'installer en agriculture biologique, donc avant de toucher la terre et de commencer à cultiver, il faut qu'elle soit certifiée. Et dès lors que le technicien est passé, a fait ses prélèvements, qu'ils n'ont rien trouvé du tout dans votre terre, elle est certifiée biologique. Mais ceci peut prendre plusieurs mois. Ce qui fait que si on fait sa demande au mois de mars, que la personne vient 3 mois après, au mois de juin, c'est déjà trop tard pour faire les labours et tout. Et la personne va perdre 1 an pratiquement de culture. Là, c'est le dégel. On a eu jusqu'à -11 pendant plusieurs matins de suite dans la cour et on avait 7 cm de glace sur les étangs. Avec le centre pilote européen de culture biologique qui se trouve à Milan-Selle, j'ai trouvé des interlocuteurs qui pouvaient me garantir un marché. On a initié un programme sur des terres en friche. On a pu intéresser les autorités locales également à ce programme parce que derrière, il y a aussi une grande enseigne de distribution, Carrefour pour ne pas les nommer, qui nous assure la reprise à des prix rémunérateurs de ces produits biologiques. L'environnement actuellement est un facteur de vente, mais je dirais qu'il a peut-être cet inconvénient au travers des produits biologiques d'être encore très limité, parce qu'il s'adresse en quelque sorte à une élite. Et que paradoxalement, les analyses révèlent que tous les consommateurs sont potentiellement intéressés par les produits de l'agriculture biologique.
L'apport de la grande distribution, c'est de crédibiliser des produits dont on se moquait abondamment en disant ça c'est pour des farfelus, les 68 arts attardés, alors que là maintenant on se rend compte que c'est vraiment l'agriculture de l'avenir avec des produits qui sont de plus en plus demandés par les consommateurs. Pendant de longues années, les agriculteurs biologiques ont eu peur de la grande distribution et ont réservé leurs produits aux coopératives. Vous voyez que les produits bio ne sont pas forcément moches. Hein. Ça vient d'où ça? Ça vient d'ici, ça vient de chez Sylvain, je pense. Sylvain Pantoni, oui. Donc je m'appelle Philippe Perron, je suis producteur en bio depuis 1974. Et j'ai une petite, encore aujourd'hui, une petite exploitation de 6 hectares sur les coteaux de la vallée de la Masse. Philippe Perron est aussi directeur de la Capso à Port-Sainte-Marie, en Aquitaine. Ça vient d'une coopérative de producteurs en Andalousie. C'est aussi de la belle marchandise quand même. Sa coopérative regroupe 28 producteurs et distribue un peu partout dans la région. Elle est associée au réseau Biocoop, le plus important réseau de distribution de France. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que la distribution reste plurielle. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'on ne se retrouve pas dans le même cas de figure que le conventionnel, que l'agriculture classique. C'est-à-dire qu'on n'ait pas 80-85% de la production qui passe par les grandes et moyennes surfaces. Mais qu'il y ait à la fois ce travail avec les supermarchés et les hypermarchés et la possibilité de maintenir à leur niveau proportionnellement des structures du type de Biocoop. Ça va comme ça. Voilà, ça représente 300 grammes par pièce. C'est le minimum, impeccable. Et bien ta bâtard. Moi je regarde l'aspect. Après le poids, bah elle est bien. Il faut aller chercher un produit dans son bassin de production, en bio comme ailleurs. Toutes les terres ne sont pas bonnes et toutes les régions ne sont pas bonnes pour faire tous les produits. Il y a des sols et des savoir-faire qui correspondent mieux que d'autres pour faire, je sais pas, de la carotte dans les Landes, du chou-fleur en Bretagne, du muscat sur le Ventoux, etc. Christophe et Sylvain, les frères Pontoni, travaillent la terre et pratiquent l'élevage dans la ferme de l'Eau Vive située sur les coteaux bordant la vallée de la Garonne, près d'Agen. Lorsqu'on a commencé, en fait, ça a été assez difficile en 85, puisque l'agriculture biologique était encore assez marginale, elle n'était pas connue, disons, comme aujourd'hui. Et c'est vrai que je pense que tout le monde nous regardait un peu d'une façon assez particulière. Oui, à partir du moment où quelqu'un fait quelque chose de différent, il est toujours un peu considéré comme bizarre. Surtout dans le milieu paysan qui est quand même assez conservateur. Mais nos parents ont été un peu surpris dans cette direction-là, parce que c'était un peu l'inconnu, c'était quelque chose qui était nouveau. Mais nous, on savait pertinemment que ça marcherait. Mais je pense que l'agriculture biologique est plus technique en soi parce qu'elle demande davantage d'écoute en fait et il est bon de comprendre ce qu'il est possible de faire avec les éléments qui nous sont donnés par la nature. Voilà, donc c'est notre élevage de blondes d'Aquitaine, une race spécialement pour la viande. Un retour assez contraignant à l'agriculture classique, puisqu'il repose sur un peu d'élevage, source d'engrais naturels, de soins aux animaux, débarrassés de tout antibiotique et de toute nourriture artificielle, et une production de 12 variétés de tomates, salades et melons typiques.
C'est du fumier de bovin qui a subi une fermentation pendant 3 ou 4 semaines. Et donc les matières organiques se sont dégradées. Ça fait que maintenant il n'a plus aucune odeur et il ressemble un peu à l'humus, quoi. Ça permet d'assouplir la terre, notamment nous qui avons des terres assez argileuses, et à favoriser aussi la vie des vers de terre, c'est-à-dire l'aération du sol. Les frères Pontoni n'ont malheureusement pu échapper à la culture de contre-saison et donc à la culture sous serre. C'est un peu aberrant, oui, surtout de chauffer au fioul. On a gaspillé du pétrole, on a foutu du CO2 dans l'atmosphère, mais on est obligé aussi de s'adapter au marché des fruits et légumes qui s'est taxé depuis de nombreuses années sur les produits désaisonnés. On mange de la tomate à toutes les époques. Après, dans la pleine saison, là où ils sont les meilleurs, ils ne les achètent plus. C'est vraiment dommage. Donc là, c'est un mini-ordinateur qui permet de régler la température de la serre par l'ouverture des chéneaux. On peut le mettre en position automatique. Donc à partir de 8 degrés, ça s'ouvre tout seul. Pour éviter les traitements contre les insectes qui pullulent en milieu fermé, on doit effectivement régler avec précision les échanges d'air et le niveau de la température, car les parasites peuvent disparaître d'eux-mêmes lorsque les plantes sont mises dans des conditions de développement optimales. Sinon, les cultivateurs vont faire appel aux prédateurs naturels de ces parasites. C'est la lutte biologique. Disons que cette serre ne serait pas bio, obligatoirement, on mettrait au moins 5 ou 6 traitements et parfois plus. Mais cette Batavia bio a été cultivée sans engrais chimiques ni traitement chimique de synthèse. Elles sont plus fermes et un goût parfois bien meilleur. Depuis l'année, nous avons été envahis par des pucerons sur une de nos cultures et on n'a pas pu les maîtriser avec les produits naturels. C'était un échec, mais ça ne nous a pas découragés pour autant, sachant qu'il y avait peut-être une part de maîtrise qui n'était pas suffisante de notre part. Nous avons peut-être fait certains déséquilibres. Et puis aussi, il y a la part aussi des choses de la nature qui parfois, on ne peut pas tout maîtriser. Et je crois que c'est une des conditions aussi de cette façon de produire. On ne peut pas tout maîtriser. Jusqu'à présent, l'agriculture biologique fonctionnait selon les principes édictés par ses fondateurs et sur une grande rigueur. Face aux décisions du gouvernement de relancer la production pour satisfaire la demande en produits sains, les pionniers ont peur. Ils ont lutté pour imposer leur label, ils ont souffert de certaines difficultés économiques et craignent de voir de nouveaux produits s'imposer, dont la qualité sera moins contrôlée. Le gouvernement veut essayer de rattraper ce retard. Mais il ne faudrait pas qu'on essaie de développer l'agriculture biologique rien que pour cet aspect, quoi. Il y a tout l'aspect environnemental qui est très important. Il faudrait que la politique il fasse beaucoup plus attention, à la limite, que de penser toujours à conquérir des marchés. On verra après s'il y a des dérives en matière de commerce de grande distribution ou non. Pour l'instant, le problème ne se pose pas dans ces termes-là. Pour l'instant, il faut diffuser et il faut multiplier les surfaces de production en bio. Moi aussi, j'ai peur, comme les autres, qu'on me prive des fruits de mon travail depuis 10-15 ans, que des gens arrivent avec des gros capitaux, qui prennent mon marché, qui fassent ce que je fais plus facilement que moi. Moi aussi, j'ai peur. Mais ce n'est pas de se recroqueviller sur soi qui fait avancer les choses. Et ça va à l'encontre des idées généreuses que l'agriculture biologique a toujours affichées, en disant qu'elle était là pour améliorer l'environnement, pour améliorer la qualité de l'alimentation et la qualité de vie des consommateurs. Il faut être cohérent aussi. Alors c'est un enjeu, ça peut être dangereux, c'est vrai, mais moi je pense qu'on ne peut pas refuser ce défi-là.